J'ouvre le second débat de ce sens public, débat thématique à 10 jours du premier tour des élections municipales. Gros plan sur ce sentiment d'abandon, de relégation de beaucoup de Français confrontés à la disparition de services publics. Comment y remédier? Quel bilan pour les maisons services France Service? Peut-on faire le lien entre désertification et vote extrémiste? On en débat dans un instant, mais d'abord reportage. On part à Gardanne, près de Marseille. Les habitants du quartier de Bivers viennent de perdre leur bureau de poste. Flavie Veillas. C'était un lieu de rendez-vous indispensable pour Claude. Chaque semaine, l'octogénaire utilisait les services de son bureau de poste. C'est là que je venais retirer mon argent, maintenant il n'y a plus rien. C'est fini. Depuis la fermeture du bureau il y a quelques mois, le Bivérois doit adapter ses habitudes, mais difficile pour lui de se passer de ce service de proximité. On était obligé de descendre à Gardanne, il faut prendre la voiture. Et à 83 ans, peut-être que la voiture, je ne la prendrai pas longtemps. C'était charmant, les gens ils nous aidaient bien, ils étaient très sympas. On avait un service magnifique, on nous a supprimé tout ça. C'est vraiment une chose qui fait mal, ça, d'avoir fermé la poste à Bivers. Dans le quartier, certains commerçants regrettent aussi cette fermeture, comme le gérant du bar du centre. Et pour cause, ses clients le règlent principalement en espèces. Ah, je vais descendre la gare en attendant de remonter, ça va fermer le bar. Ah ouais, je le sais, ça. Je le sais. Mais on est des oubliés. Et beaucoup d'entre eux retiraient de l'argent grâce aux distributeurs situés à quelques mètres du commerce. Les gens qui viennent dans mon commerce, qui n'ont pas d'argent liquide, qui veulent payer en liquide, ils n'ont aucun endroit pour aller retirer. Il faut aller sur Gardanne. Ben, c'est pas très loin, c'est à 2 ou 3 kilomètres. Mais sur place, il n'y a plus rien. À Bivers, la continuité du service postal est désormais assurée par le supermarché du quartier. Quant au service bancaire, il est possible de retirer de l'argent au bureau de tabac, mais des frais s'appliquent. Un transfert des services de la Poste vers d'autres commerces, déploré par cette syndicaliste du groupe. En transférant l'activité, déjà, on ne transfère pas l'activité totale. On ne transfère que la partie courrier, mais on ne bascule pas toute l'activité bancaire. Un usager de la Poste ne pourra pas faire à Vival ni un retrait d'argent, ni un versement. Et on se rend compte aussi donc, que si demain le Vival disparaît, il n'y a plus d'activité postale. La Poste justifie la fermeture de ses bureaux par une baisse de la fréquentation. Ces 10 dernières années, la France a perdu un tiers de ses bureaux de poste. L'an dernier, 5 milliards de lettres ont été envoyées par le groupe. C'est 3 fois moins qu'en 2018. On est les oubliés, disait l'un des témoins de ce reportage. Que peuvent faire les maires face à ce sentiment, face à la colère de certains de leurs concitoyens privés de services publics? On en débat tout de suite avec Patrice Robin. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, vous êtes maire d'Yverdroite de Villaine-sous-Bois, dans le Val d'Oise, président de la communauté de communes Carnel Pays de France et président de l'Union des maires du Val d'Oise. Émilie Agnew, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous aussi. Vous êtes haute fonctionnaire territoriale, cofondatrice du cercle de réflexion Le Sens du service public, experte associée à la Fondation Jean Jaurès. Et vous publiez Puissance publique contre les démolisseurs d'État. C'est aux éditions de l'Aube. Marine Lamoureux, bonsoir, bienvenue. Vous êtes grand reporter à La Croix-l'Hebdo et je signale la une. Apparaît demain la une de La Croix-l'Hebdo, justement, ma vie de maire. On est au cœur de ces enjeux municipaux. Et Mickaël Darmon, évidemment, est resté à mes côtés, éditorialiste pour Sens Public. Patrice Robin, retour d'expérience. Quels sont les services publics auxquels vos concitoyens sont les plus attachés quand vous leur posez la question? La santé, peut-être prioritairement? Alors, évidemment, les Français sont très attachés à la santé, à la sécurité. Donc Ouais. c'est un sondage qui est assez récent et qui le montre. Et puis après, j'ai envie de dire, ça dépend où vous habitez. Si vous habitez dans une zone urbaine ou dans une zone rurale, vous n'allez pas vivre la même expérience. Si vous êtes dans une zone urbaine, vous savez où vous devez aller, puisqu'on identifie les services publics, que ce soit la santé, que ce soit les services administratifs ou la poste, ça a été traité dans le sujet. Vous allez pouvoir identifier l'endroit où ça se trouve. Vous allez avoir les moyens d'y aller s'il y a une mobilité, que ce soit le métro, que ce soit à pied, à vélo. En tout cas, vous serez une deux stations de votre cible. En revanche, si vous habitez en zone rurale, il faut identifier, si c'est la santé, votre praticien, qu'il soit votre médecin référent ou un spécialiste. Comment j'y vais? Et quel délai, quelle temporalité. Donc c'est où, comment et quand. Donc vous cumulez un certain nombre de problèmes. Donc vous n'allez pas vivre la même expérience. Oui. Mais oui, la santé est une réalité, c'est une attente forte et qui devient de plus en plus forte, dont les maires se sont emparés. Ce n'est pas leur boulot au départ,
Mais Oui, aujourd'hui, alors c'est devenu... ça sera évidemment l'un des thèmes de notre débat, ce qui était de l'ordre du régalien, en tout cas de l'action de l'État, et qui dépend de plus en plus des communes. Vous êtes également, je crois, candidate au municipal dans le village de Saint-Clément, en Corrèze. Tout à fait. Quel bilan, quel constat vous faites de cette déperdition, des errances des services publics à la dimension d'un département comme la Corrèze, par exemple? Eh bien, c'est un sentiment d'éloignement, de mise à distance de la puissance publique, un sentiment d'abandon. Certains se définissaient comme étant les oubliés. Oui. On aurait pu titrer les oubliés de la République, d'ailleurs, c'est un bon titre. Alors, c'est vrai qu'on dit souvent ça, et en même temps, ce que montrent nos études, c'est que les Français savent faire la part des choses. Notamment entre les services publics locaux qui, par définition, sont restés en proximité, très humains, facilement accessibles, et puis d'autres services publics, notamment les services publics de l'État, qui, eux, ont eu tendance à s'éloigner avec effectivement un report de charges de l'État vers les collectivités locales. Donc il y a des taux de satisfaction assez importants vis-à-vis des services publics locaux et de leur accessibilité. Oui, on peut regarder, parce que je vous interromps juste pour donner le cadre, étude Opinionway pour votre cercle de réflexion, la Caisse sociale de l'éducation nationale et la Fondation Jean Jaurès, avec le taux de satisfaction en fonction du lieu, la commune, la communauté de communes ou le national. Et on voit que les chiffres sont très différents. Oui, tout à fait. Ce qu'on voit, c'est que les usagers qui utilisent directement les services publics ont tendance à être beaucoup plus satisfaits que les citoyens qui se font une opinion générale du service public. Donc c'est vrai qu'aussi, on a tendance à avoir un débat très décliniste en France autour des services publics, en ayant l'impression que tout fout le camp, alors qu'en réalité, il y a encore plein de choses qui fonctionnent extrêmement bien. Mais puisque vous me posiez la question sur la question de la Corrèze, on voit que ça génère aussi des tendances politiques qui ont tendance à nourrir aussi un vote de rejet, un vote d'extrême droite et une forme de désaffiliation politique qui, bien évidemment, doit interroger parce que les services publics, c'est la République, c'est la reconnaissance de besoins et de la citoyenneté, du fait que les gens comptent. Alors, on était dans le Val d'Oise, en Corrèze. Alors, on va partir dans la Sarthe avec vous, puisque vous êtes en reportage, en quelque sorte en immersion, c'est ça, Marine Lamoureux, depuis un certain temps. Pourquoi vous avez choisi ce département? Et puis peut-être quelles leçons sur l'état des services publics et l'attachement des Français à leurs services publics vous en tirez? Alors, le choix du territoire, c'est parce qu'on appelle parfois la Sarthe la Petite France. Et si on regarde les résultats électoraux nationaux, notamment au présidentiel, il y a des similitudes assez fortes. Donc pour nous, c'était assez intéressant d'aller mettre notre loupe sur un territoire comme celui-là. Puis il avait d'autres dimensions. C'est un peu un territoire du milieu, entre Paris et la Bretagne. C'est un territoire qui n'est ni très riche, ni très pauvre, où il y a surtout des tendances très puissantes qu'on observe évidemment dans d'autres départements en France. Et c'est ça que je voulais peut-être ajouter à ce qu'on vient de se dire pour commencer l'émission, c'est qu'on sous-estime parfois la rapidité et les mutations extraordinaires, spectaculaires, enfin extraordinaires au sens forte, que le pays a connues ces 40 dernières années. D'ailleurs que Jérôme Fourquet, le chercheur, a très bien documenté. Et d'ailleurs, c'est un Sartois. Et il a écrit beaucoup sur la Sarthe. En tout cas, ces mutations, c'est effectivement des métropoles qui attirent l'activité économique, l'activité culturelle, qui se développe, qui s'ouvre à l'international, les universités par exemple, et puis des ceintures de villages qui veulent garder leur identité, pour lesquels les gens sont heureux de vivre là, mais en réalité qui ont vu ces changements et qui ont vu cette espèce d'aspiration des métropoles et qui maintenant s'interrogent, qui est-on ? Quelle est notre identité? Et surtout, et on y reviendra, est-ce qu'on ne va pas être des villages dortoirs? Oui, effectivement, avec aussi ce sentiment d'isolement. Il y a Nathalie qui nous écrit de Saint-Viâtre. Aujourd'hui, tout est numérisé. C'est devenu impossible de parler à une vraie personne au guichet. Je ne suis pas habitué, ça devient vraiment complexe pour faire mes démarches administratives. Ça rejoint vraiment le fait de voir des services publics disparaître ou être de moins en moins accessible, ça accentue ce sentiment d'isolement? Vous avez ces retours de vos concitoyens? Oui, nos concitoyens. La première chose que fait un administré quand il est confronté à une rupture de service il va voir son maire. Il pousse la porte de la mairie. Bien sûr. On n'a pas toutes les réponses. On n'est pas des sachants sur tous les sujets. Donc on s'acculture autant qu'on puisse le faire, donc on est de bonne volonté. Mais ça nous permet aussi de prendre des initiatives. Et en ce qui nous concerne, périmètre intercommunal, donc je le rappelais tout à l'heure, 19 communes, dans la ruralité. Je rappelle que la ruralité est importante en France,
sur 35 000 communes, on a quand même 82%, ce qui correspond en gros à 30 500 communes qui sont rurales. Moins de 2000 habitants, c'est ça? C'est ça. Ouais. Donc, c'est quand même le plus grand nombre de communes en France, mais dans lesquelles vivent seulement que 22 millions de Français, donc à peu près un tiers. Et les deux autres tiers, les 44 millions, vivent dans un peu moins de 5000 communes. Donc on voit bien cette distorsion. Donc, quand vous faites le parcours de la personne rurale qui va vers ces services publics, effectivement, vous avez leur mairie. Mais on a pris des initiatives qui sont celles de créer, par exemple, un centre intercommunal d'action sociale. Alors, au départ, c'était que du social, avec un conventionnement avec le département, par exemple, la couverture du RSA, l'APA, c'est l'aide personnalisée à l'autonomie, les personnes en situation de handicap aussi, donc la MDPH. Et on y a agrégé par la suite, à l'avènement de France Service, donc l'ensemble des services. Donc on a aujourd'hui apporté une réponse avec un guichet unique. Après, on parlera de France Service. On a une chronique sur France Service. Mais aujourd'hui, on a apporté une réponse. Et en plus de ça, elle est itinérante, cette réponse. Elle n'est pas fixe, elle se transporte presque jusqu'à votre domicile. Donc c'est la réponse qu'on a apportée, et la fracture numérique existe aussi. Ce n'est pas la réponse absolue, parce qu'on a un saut de génération. Il y a encore une grande partie c'est ce qu'on ressentait dans le témoignage. Une grande partie des Français qui ne savent pas utiliser l'outil, qui n'y ont pas accès tout simplement. On a une population française qui vieillit, et c'est bien comme ça, mais qui n'est pas forcément en pointe sur le digital ou numérique. À quel point, Émilie Agnew, on peut faire le lien entre ce sentiment de déclassement ou de relégation et la place des services publics? Est-ce que ce lien, il est évident? Oui, parce que ce qu'on voit, c'est qu'il y a une très forte demande de réhumanisation des services publics. Et ce qui fait que la dématérialisation, dans notre sondage, n'apparaît pas du tout comme une des attentes. Par contre, une attente d'écoute, de proximité, de prise en charge globale au sein d'un même espace. On voit que c'est vraiment des attentes de faire commun. Et puis aussi, à un moment, de faire nation. Et de comprendre pourquoi on vit ensemble, pourquoi il y a de la contribution fiscale, et puis aussi répondre à des besoins. Bien évidemment, les services publics, ils ne sont pas là comme un supplément d'âme, ils viennent répondre à des besoins en matière d'alimentation, de déplacement, de logement, d'accompagnement social. Et on voit qu'il y a des nouveaux besoins qui apparaissent. Par exemple, dans notre sondage, on a testé la question de l'aide aux aidants. On évoque une société qui est vieillissante, mais c'est aussi la question du handicap qu'il y a derrière ça. Il y a de plus en plus d'attentes autour de ça. Sur l'accompagnement aux parentalités aussi, on voit que c'est des problématiques qui aujourd'hui montent en puissance. Et là où avant, c'était des problématiques qui pouvaient être reléguées dans l'intimité, dans l'espace personnel, aujourd'hui, on voit qu'il y a une attente aussi de prise en charge globale, d'entraide sur tout un tas de questions. Donc, en fait, les services publics se réinventent, y compris aujourd'hui des bars, des commerces. On parlait aussi tout à l'heure de distributeurs de billets. Les communes s'en emparent parce qu'il y a des besoins, parce qu'il y a une interpellation citoyenne et parce qu'il y a la nécessité de permettre l'habitabilité de ces territoires à travers les services publics. Cette question du consentement à l'impôt, elle est quand même passionnante. Marine Lamoureux, c'est-à-dire je veux bien payer les impôts, mais à condition que mes services publics soient à la hauteur. Oui, alors moi j'ai perçu autre chose, mais je pense qu'on y reviendra dans la conversation sur cette histoire d'impôt, parce que j'ai perçu une espèce de méconnaissance quand même des différentes strates. C'est-à-dire que là, dans le territoire où je travaille, c'est des petits villages, parfois c'est pas très clair la répartition des compétences. Dans le millefeuille administratif, qui fait quoi? Voilà, qui fait quoi? Et du coup, je paye pourquoi? Se pose cette question. Et j'ai été à une réunion publique pendant la campagne, et une des revendications assez fortes, qui mobilisait pas mal d'habitants, c'était oui, mais moi je paye pourquoi? Avant, pour mon raccordement à l'assainissement, je payais tant, maintenant que c'est à la Comcom, je paye tant, sans vraiment bien comprendre en fait. Et ça, à mon avis, c'est un enjeu. C'est-à-dire essayer de clarifier les strates et essayer que chacun sache exactement qui fait quoi dans les territoires. Donc, c'est plutôt ça que j'ai perçu. Et puis, une dimension un petit peu de quand même j'ai droit à. Oui, ça rejoint la question. Oui, mais même indépendamment de la question financière. Parce que, et d'ailleurs, je me suis dit que c'était sans doute corrélé au fait que ce qu'on disait au début, c'est-à-dire qu'on a moins de services publics, on est un peu relégué, et donc j'imagine que c'est quand même assez fortement corrélé à l'idée je ne dois pas être oublié, j'ai droit, et parfois sur des choses où évidemment on se doute bien qu'il ne va pas y avoir des services publics partout, tout le temps, pour chacun.
Et on voit que là, c'est plutôt le discours un peu décliniste, mais on y reviendra sans doute, de l'extrême droite qui porte aussi pour ces revendications. Alors, on a commencé à parler de ces maisons France Service. On va en faire le bilan grâce à Stéphane Duguay qui nous rejoint de nouveau sur ce plateau. Il faut se souvenir, bonsoir Stéphane, que c'est une réponse à la crise des Gilets jaunes 2020, les maisons France Service. Alors, on va d'abord rappeler de quoi on parle. C'est quoi ? Oui, ces maisons France Service, vous les trouvez surtout dans les territoires ruraux et dans les quartiers prioritaires. Elles sont pensées comme une porte d'entrée unique vers l'administration française en remplacement de services qui manquent ou de services qui ferment, parce que les usagers peuvent faire plusieurs démarches sur place en étant accompagnés dans ces espaces, par exemple, tout simplement, refaire sa carte d'identité, son permis de conduire avec France Titres, s'inscrire au chômage avec France Travail, vérifier ses droits d'assurance maladie. Au total, vous avez au moins 12 organismes nationaux que vous voyez s'afficher, qui sont représentés dans les maisons France Service. Il y a aussi la Poste, on le voit là, les finances publiques pour les impôts ou encore les allocations familiales. Et alors ces maisons France Service, elles ont quoi ? Remplacé, modernisé un dispositif précédent qui était les maisons de service au public. Est-ce qu'elles sont plus nombreuses ? Oui, il y avait 1340 maisons de service au public en 2018. Aujourd'hui, on en compte 2 fois plus partout sur le territoire. Il y a 2865 maisons France Service avec 144 bus France Service qui permettent d'avoir une itinérance de ces services-là. Tous sont à moins de 20 minutes des usagers, avec l'objectif donc de réduire au maximum la fracture territoriale. Un pari qui est gagnant, si on en croit le dernier rapport de la Cour des comptes sur cette politique publique qu'est France Service. Il a été publié en 2024, le rapport, et voilà ce qu'il dit. Le réseau France Service participe incontestablement à la réduction des fractures territoriales. Une conclusion tirée du taux de satisfaction des usagers qui dépasse les 90%. Alors, est-ce que ça signifie qu'elles sont très utilisées, ces maisons France Service ? En tout cas, elles le sont de plus en plus. L'étude de la Cour des comptes porte sur la période 2020-2023. Et on le voit, on est passé d'1 million de demandes traitées en 2020 à 9 millions en 2023. Le tout permis grâce à 7000 conseillers répartis sur tout le territoire. Un bémol, en revanche, noté par la Cour des comptes, ces maisons France Service, elles fonctionnent surtout grâce au bouche à oreille. Il y a donc encore des efforts de communication à fournir. Tiens, on continue de rentrer un peu dans le détail. Est-ce qu'on connaît le profil des usagers, des Français qui utilisent ces maisons France Service ? Oui, d'après la Cour des comptes, plus de la moitié des gens qui font appel à ces maisons France Service pour faire des démarches ont plus de 55 ans, 58%. 56% des usagers sont des usagères, ce sont des femmes. En revanche, on peut voir qu'il y a très peu de jeunes qui se rendent dans ces maisons France Service. Seulement 6% des usagers ont moins de 26 ans. Bon, donc le service, il est quand même de plus en plus identifié, plutôt plébiscité par les Français. Ça coûte cher ? Ça coûte 350 millions d'euros pour l'année 2024, évaluation donnée par la Cour des comptes. Mais le financement ne repose pas totalement sur les épaules de l'État. Il dépend surtout des collectivités et des associations. Le collectif Nos Services Publics estime qu'une maison France Service, ça coûte 100 000 euros par an, alors que la subvention de l'État n'est que de 50 000 euros cette année, et ça change selon les années, ce n'est pas forfaitaire, ce qui peut, selon le collectif, créer un déséquilibre entre les collectivités les plus à l'aise financièrement et celles qui sont les plus fragiles. Merci beaucoup Stéphane. Patrice Robin, est-ce que c'est de l'euro bien dépensé, de l'argent public bien dépensé ? Oui, parce qu'en fait, même si on peut regretter le retrait des services publics de proximité qui étaient identifiés presque à des commerces de proximité, ça faisait partie de l'écosystème, c'est mieux que pire. Donc au départ, on s'est posé la question, est-ce que c'était un machin ? Finalement, ça fonctionne. Ça fonctionne parce qu'on l'anime, parce qu'on a confié cette gestion, on l'a confiée aux collectivités. Et quand on confie aux collectivités, en général, ça marche. Reste le problème du financement. Vous parliez de transfert de charges tout à l'heure, c'est une réalité. Ce n'est pas le seul. Donc il y a d'autres transferts de charges, ça commence à faire beaucoup. Dans un contexte où les finances publiques sont contraintes de plus en plus, on a de moins en moins de dotations, l'acceptabilité de l'impôt a atteint son niveau maximum, donc on a des leviers qui sont peu activés pour la fiscalité locale. La suppression de la taxe d'habitation, tout ça, ça commence à faire beaucoup. Donc du coup, pour répondre clairement à votre question, oui, ça répond à une attente, et le choix que nous avons fait dans ma collectivité, c'est de le rendre itinérant. On a vu tout à l'heure, 144 expériences ont été tentées, j'imagine qu'elles sont toutes abouties parce que ça marche. Et la greffe a fonctionné parce qu'on est dans l'humain. On a un rapport de gré à gré, de face à face avec les gens. On n'est pas avec une messagerie, on n'est pas avec un audiophone qui vous répond. On est véritablement un agent de l'État qui va essayer de comprendre votre problème et vous apporter les solutions pour voir comment est-ce que je peux les résoudre. Et si je ne peux pas les résoudre, on va vous prendre un rendez-vous pour les résoudre. On va faire le travail à votre place et on va vous mettre en lien et en réseau. Ouais. Donc oui, c'est aussi, ça dépend du niveau de formation qu'on donne à nos agents, parce qu'il faut qu'ils soient très bien formés pour être multispécialistes. Quand vous avez
13, 14, 15 services, comme c'est notre cas, dans un même bus, il faut être sacrément polyvalent. Donc c'est le cas chez nous et j'espère que c'est le cas ailleurs, parce que c'est une vraie efficacité. Vous parliez de la taxe d'habitation. Je crois que c'est l'une des questions, Émilie Agnew, que vous avez posées dans votre étude. Est-ce qu'il y a une part de Français relativement importante qui disent, qui ont compris le lien et qui disent qu'il faudrait redonner un peu plus d'air budgétaire à nos communes, au retour de la taxe d'habitation? Oui, ça a été un des enseignements un peu étonnants de notre sondage, puisqu'on a demandé aux Françaises et aux Français s'ils étaient favorables au rétablissement d'un impôt supprimé qui a été la taxe d'habitation, qui aujourd'hui manque cruellement aux communes. C'est 20 milliards d'euros par an, ce qui est quand même pas rien. Et finalement, 4 Français sur 10 nous ont dit qu'ils étaient favorables à son rétablissement. Alors, a priori, on peut se dire que c'est pas beaucoup, mais c'est quand même assez rare qu'on veuille instaurer un impôt et a fortiori qu'on revienne sur un impôt qu'on ne paye plus. Donc, ça montre effectivement qu'il y a quand même, à rebours de ce qu'on peut entendre dans le débat public, une compréhension de la part des Françaises et des Français que aujourd'hui, nos services publics manquent de moyens. D'ailleurs, c'est une question qu'on a posée là aussi dans le sondage. Et les Françaises et les Français, plus de 7 Français sur 10, nous ont dit que les services publics locaux manquaient de moyens. Donc, il y a un lien extrêmement évident entre cette contribution fiscale et l'état actuel des services publics. La question, bien évidemment, doit être de savoir qui doit payer cette contribution fiscale, et ça pose la question de la justice fiscale qui a été au cœur des débats sur les derniers mois. Oui, et qui sera sans doute, je prends le pari, au cœur des débats de la prochaine élection présidentielle. Alors il y a à la fois les territoires ruraux et puis il y a aussi les quartiers populaires, les plus pauvres, souvent à la périphérie des villes. Et on y viendra dans un instant dans ces quartiers. Mais je voudrais qu'on reste sur la question de la ruralité avec un témoignage, celui d'une professeure de français qui appartient à un collectif de défense des services publics. Elle proteste contre la fermeture d'un bureau de poste. On est dans le Calvados. Écoutez. Moi, j'ai personnellement l'impression qu'il y a une cabale de lancée contre les services publics parce que ça coûterait cher de nous entretenir, voilà, d'entretenir l'école, d'entretenir les postes, d'entretenir tout ce qui appartient aux services publics. On a l'impression que ça touche quand même beaucoup les territoires ruraux. Il ne faut pas oublier que la population dans les campagnes, les petits bureaux de poste, les petites structures, les petites écoles, les petits collèges sont très importants parce que c'est ce qui fait le maillage. Et en écoutant ce témoignage, Mickaël, on a l'impression de revenir plusieurs années en arrière. Cette séquence ouverte par la crise des Gilets jaunes, ça devait marquer, on s'en souvient, un tournant démocratique, le grand débat, un moment de respiration, le président qui devait écouter, comprendre et puis ensuite corriger. Vous faites un constat sévère 7 années plus tard. Beaucoup de Français ont le sentiment d'avoir parlé pour rien. Oui, le grand débat a causé un grand dégât. Voilà. Alors, je pastiche là une formule de Gabriel Attal qui l'utilisait jadis. Enfin, rappelons quand même le contexte en quelques mots. On se souvient, l'automne 2018, la hausse de la fiscalité sur le carburant met le feu donc aux poudres sociales. Très vite, les Français se réunissent sur tous les ronds-points, dans tous les territoires et également jusqu'aux Champs-Élysées. Et c'est très vite la France des invisibles qui exige d'être reconnue bien au-delà de la contestation liée à la fiscalité du carburant. En réponse, l'exécutif lance, on s'en souvient, effectivement, ce vaste exercice participatif, réunions locales, cahiers de doléances, plateformes numériques, des milliers de contributions, des heures d'échange, une mobilisation citoyenne très rare. Et que reste-t-il finalement de cette mobilisation, de cette promesse ? Eh bien, disons-le plus clairement, à peu près rien. Le président, dès avril 2024, a balayé totalement l'idée, un petit peu avant, 2019, a balayé l'idée de référendum citoyen dans sa conférence de presse, pour ensuite faire miroiter en permanence leur mise en place, sans jamais, au fond, respecter cette promesse. Sur les services publics dans les zones rurales et périurbaines, les doléances réclamaient la fin des fermetures d'écoles, de maternités, de gares de trésorerie et également l'accès, l'égalité aux soins. On se souvient de cette émission ici, à Sens Public, effrayante, parce que je m'en souviendrai toujours, 85% du territoire est un désert médical. De ce point de vue-là, ça reste absolument tangible. Mais malgré, effectivement, on l'a vu, des plans de reconquête par les maisons France Service, le vrai, seul, réel succès après les Gilets jaunes, la dynamique du rabot budgétaire s'est poursuivie, le sentiment d'abandon territorial s'est enraciné, l'exemple de Gardanne, oui, le reportage qu'on avait en ouverture, loin d'être le seul résultat, une défiance qui ne faiblit pas, comme en témoignent les taux d'abstention records, la fragmentation du paysage politique. Résultat, les cahiers de doléances
Où sont-ils? Enfermés dans les archives départementales, classés et même pour certains classifiés. Un trésor pour les journalistes et pour les sociologues. Je vous rassure, le pouvoir ne s'y intéresse pas. Le grand débat avait créé une grande attente démocratique immense. Le pouvoir avait une occasion historique en fait de retisser un lien de confiance. Mais on va dire que Fourchot, hein, il est devenu avec les années le symbole d'un grand dysfonctionnement. Marine Lamoureux, est-ce que dans les villages que vous arpentez dans la Sarthe, on vous en reparle encore, les ronds-points, ou est-ce que c'est derrière? Récemment, là, non, c'est pas revenu comme un événement, mais je pense que ça reste quand même dans les mémoires un événement de référence, quoi, qui restera un peu dans notre imaginaire très longtemps. Là, en l'occurrence, non, mais en fait, les problématiques qui étaient soulevées à ce moment-là, par contre, elles sont soulevées tout le temps. Voilà, c'est ça. Et ce sentiment de fragilité, je voulais y revenir parce que je l'ai senti très fortement quand on parlait tout à l'heure de la fracture numérique. Mais en fait, voilà, on est toujours dans la même veine de ce qu'on dit. En fait, il y a un sentiment de fragilité qui s'aggrave, qui s'approfondit, notamment chez les retraités, parce que effectivement, on se sent dépassé et on a du mal à avoir prise sur les choses. La fracture numérique, on le dit, et pour la santé, c'est très vrai. Doctolib, je m'inscris, mais en fait, non, ça marche jamais, et du coup, j'arrive pas à trouver mon spécialiste. Mais c'est vrai aussi pour énormément d'autres sujets. Et puis, sentiment de fragilité, parce que effectivement, autour de soi, on voit disparaître des services publics, des lieux de sociabilité surtout, en fait. Et c'est le cœur de la vie des gens. Je crois qu'il ne faut pas oublier de le dire. Je pense là à un routier avec qui j'ai discuté de longues heures, parce qu'on a déjeuné ensemble, puis après, voilà, on a poursuivi. Il a travaillé toute sa vie. C'est quelqu'un qui a 65 ans, qui est à la retraite et qui est divorcé. Ses enfants ne viennent pas trop le voir, ils n'habitent plus dans le village. Et en fait, il est quand même très seul. Et il a une voiture, éventuellement, il peut aller au Mans. Il ne va pas aller au Mans toutes les 5 minutes. Et puis d'ailleurs, au Mans, il ne connaît plus grand monde. Il y est né, même il ne connaît plus grand monde. Et donc la question du petit café, du commerce, de la petite gare peut-être qui a fermé, de la trésorerie qui était là, tout ça, en fait, c'est une sociabilité qui s'est éteinte. Ce sont des lieux de lien social Bien qui sûr, n'existent plus. On dit service, mais en fait, il faut penser lien social. Oui. Et ça a des répercussions politiques. Alors, je voudrais qu'on parle aussi, comme promis, des quartiers populaires, notamment des quartiers prioritaires de la ville, mais pas seulement. On est avec Bénédicte Madelin, qui est avec nous en duplex, vice-présidente du collectif Passons-nous, plusieurs décennies d'expérience de la politique de la ville en Seine-Saint-Denis. Merci d'accepter notre invitation. Quand vous entendez les mots service public, vous aussi, vous dites... voilà, on fait partie de ces oubliés dont on parle depuis le début de notre débat. Oui, bien sûr. Bien sûr, j'étais très frappée. J'ai écouté avant l'histoire de Gardanne. J'ai connu ça. Alors, j'ai travaillé très longtemps en Seine-Saint-Denis, mais sinon à Creil. Je me rappelle très bien de ces gens qui allaient à la poste tous les jours, éventuellement pour retirer 5 francs. Parce que c'était pour eux aussi une relation humaine, c'était aussi l'occasion d'aller rencontrer d'autres personnes. Enfin, c'est toute l'incidence de la disparition de ces services publics dans la vie quotidienne des personnes. Et c'est quelquefois très, très lourd. Ça a beaucoup d'incidence. Enfin, je veux dire, quand vous n'arrivez plus enfin, vous avez beaucoup parlé de l'informatique, on nous parle de dématérialisation, en fait on est dans la déshumanisation des services publics. Vous avez d'ailleurs parlé de réhumanisation, la journaliste a parlé de réhumanisation, je crois que c'est elle, mais on est effectivement dans la déshumanisation, il y a de plus en plus de matériel, on nous parle de dématérialisation, qui parfois nous prend un peu pour des idiots. Voilà, et je trouve que ça a des incidences très fortes quand vous n'arrivez plus à accéder à vos droits, à des droits, c'est des droits, donc normalement vous devriez pouvoir y accéder, mais devant la complexité, l'absence de personnes qui vous permettent de dénouer on vous dit mais prenez votre smartphone, mais le smartphone, je suis désolée, prenez l'ordinateur, tout le monde n'a pas d'ordinateur, ça a été dit, aussi dans les milieux ruraux, mais dans le milieu urbain, c'est exactement la même chose. Oui. Alors justement, on va continuer de rester avec nous, d'essayer peut-être de comparer et de se poser la question, Patrice Robin, vous avez commencé à répondre à ça, mais des leviers d'action des maires. De moins en moins de budget, on l'a compris, parfois de plus en plus de délégations de responsabilité de la part de l'État. Et est-ce que par exemple,
l'annonce qu'un bureau de poste va fermer, il peut faire quoi, un maire? Alors d'abord, c'est pas une fatalité. Hein. Ouais. On peut n'est pas obligé faire de la de résistance, noircir et c'est ce qui se passe quand même. Ouais. Donc, pour répondre sur la Poste, on peut, et beaucoup l'ont fait, ouvrir des agences postales dans les mairies. Donc ça se fait, ça existe, et c'est bien de le faire. Encore une fois, c'est une charge, et c'est un coût pour la collectivité. Et la collectivité, c'est plus l'État qui paye, c'est le... Voilà, on est d'accord. Mais oui, il faut qu'on prenne des initiatives. Une mairie n'est pas cantonnée, limitée au champ de compétences qu'on lui a confié par la Constitution. Donc on est aussi des humains, on vit avec les humains, on vit avec nos administrés. On connaît leurs problèmes puisqu'on vit dans le même village, dans la même commune. Donc ces réponses, on les apporte ensemble. Donc il y a des initiatives qui sont intéressantes. Dans certaines communes, il y a des bistrots solidaires, des restaurants solidaires, des épiceries solidaires. Il y a des choses qui font vivre, de rapporter du lien social. On crée, là où il n'y a plus de vie, on essaie, pour éviter les phénomènes de villages dortoirs ou de communes dortoirs, on essaie de réintroduire du commerce de proximité. Notre modèle a bougé au fil des siècles, des années. 18e, 19e siècle, on habitait là où on travaillait. Ou l'inverse, comme on veut. Au fil des années, on a créé des métropoles hyper importantes. On a vidé les villages de leur commerce. On a créé, dans les années 70, le tout pavillon pour tout le monde, notamment en Ile-de-France, ou des choses comme ça. Et on a installé des services publics à ce moment-là. Et au fil des années, on a mis autour de ces banlieues, donc des hypermarchés, des supermarchés, des supérettes. Et on a cannibalisé le commerce de proximité. Ouais. Donc voilà, mais c'est un constat, c'est comme ça. Est-ce qu'il fallait le faire, pas le faire, peu importe. Mais on s'est retrouvé dans cette situation-là. Et aujourd'hui, on n'a plus rien. Et donc, je disais tout à l'heure que l'écosystème dont faisaient partie les services publics, comme le Trésor public, comme l'assurance maladie, etc. On ne sait pas qu'on a plaisir à aller payer ses impôts et aller à l'assurance maladie, mais il fait partie du paysage. Et tout ça, ça s'est appauvri. Et qu'est-ce qu'on a retrouvé dans nos communes? Des assurances, des banques, des agences immobilières. Etc. Alors, sur les centres, je vous donne la parole tout de suite. Parce que. Je veux dire un truc positif. Oui, ça tombe bien parce que j'ai bien envie qu'on termine par des notes un peu plus positives. Je suis négatif, je constate. Sur les centres-villes, il y a une question. Laurent qui nous écrit d'Orange. Nos centres-villes ont totalement changé. Ça rejoint ce que vous décriviez. Hein. Il n'y a plus de commerce. Quelles solutions les élus peuvent proposer? On a commencé à en parler. Et puis un témoignage, témoignage sur ces centres-villes qui se vident petit à petit de leur commerce. Un gérant de magasin, on est à Bourges. En fait, les centres-villes, ils sont morts parce que les gens n'ont plus accès aux centres-villes et il s'est accumulé à Internet qui nous détruit. Et ben voilà, ça fait que d'ici 5 ans, 10 ans, il n'y aura plus de magasins, il n'y aura plus d'indépendants. Et donc cette affaire qui était là depuis 50 ans? Depuis 1978, moi je suis voué à fermer comme les autres. Hein. On est juste des petits pions, on n'a pas de tracteur. On ne peut pas aller manifester, on est seul en fait, depuis 15 ans. Quoi. Mais Marine Lamoureux, il y a quand même des maires, on va dire quoi, inventifs, créatifs, exactement. C'est ça, ouais. Vous le disiez dans mes paroles. Non, mais je voudrais leur rendre hommage parce que dans les maires que j'ai rencontrés, il y a vraiment un engagement et une créativité à essayer de trouver des façons de maintenir ces commerces, notamment. Alors les commerces, c'est de l'activité privée, mais avec le rachat des murs, pour être sûr que la destination ne change pas. Et dans un des villages que je suis, c'est ce qu'ils ont fait, parce qu'ils savent très bien que le petit restaurant du village, il est fondamental, 1300 habitants, mais il y a un restaurant, les gens y viennent tous les midis, ils ont racheté les murs, ils sont sûrs que la destination ne change pas. Vrai aussi pour l'épicerie, ils ont fait ça. Et la boulangerie, au moment où elle allait changer de propriétaire, là, ils n'ont pas racheté les murs, mais ils ont discuté effectivement avec le propriétaire qui allait fermer pour trouver un système avec le pain qui arrive de la commune d'à côté, une vendeuse. Donc la vie reste. Les personnes âgées peuvent continuer à acheter leurs biens du quotidien à côté de chez eux et c'est fondamental. Donc ils s'engagent et ils ont quand même une marge de manœuvre visiblement. Bien sûr. On parlait de déserts médicaux avec Mickaël. Je reviens vers vous, Bénédicte Madelin, parce que les quartiers populaires des périphéries des villes, ce sont souvent, voire je vais dire toujours, des déserts médicaux. C'est des déserts médicaux. Quand vous avez besoin d'avoir un médecin et que vous n'obtenez de rendez-vous que 6 mois après, sans parler seulement des spécialistes. Hein, je veux dire, il y a des communes en Seine-Saint-Denis où vous n'avez pas de dentiste, par exemple. Alors d'accord, on n'est pas très loin de Paris, mais je suis désolée, c'est ce qui est le plus grave. Alors, on parle beaucoup des communes, c'est normal, puisqu'on est dans un débat, mais il y a beaucoup d'associations qui essayent de suppléer aussi cette disparition des services publics, qui sont effectivement un droit. Et voilà, et je trouve que ça a des incidences sur la vie quotidienne des gens.
quand vous n'avez plus confiance, parce que effectivement, vous devez aller travailler, mais les transports ne fonctionnent pas. Parce que tout à l'heure, j'ai entendu dire que dans la zone urbaine, on avait le métro. C'est vraiment la grande centralité parisienne, enfin, pour l'Île-de-France. Dès que vous allez Clichy-sous-Bois, 13 km de Paris, vous mettez 1 heure et demie de transport quand les RER fonctionnent, quand le tramway fonctionne, parce que grande avancée, il y a eu un tramway très tardif, mais quand il ne fonctionne pas de manière régulière, ce sont des gens qui ont souvent des emplois peu qualifiés et du coup, ils sont en retard 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. On va leur dire, allez voir ailleurs, nous on a besoin de gens qui soient là pour travailler. C'est toute cette chaîne de conséquences que ça a dans la vie quotidienne des gens qui effectivement pose un énorme problème parce que les personnes... Enfin, voilà, là aussi, ils disent ce qu'ils ont besoin, mais ils ne sont pas plus entendus que les Gilets jaunes. On a fait un tour de France au niveau de la coordination nationale Passons-nous. Les problèmes sont les mêmes aux 4 coins de la France. Les questions de logement, les questions de transport, les questions d'accès à l'emploi, toutes ces questions-là qui relèvent de services publics se posent de la même manière. Les questions de santé sont fondamentale. Et on voit bien comment des parents, finalement, vont essayer de faire soigner leurs gamins, mais eux-mêmes ne vont pas le faire parce qu'ils n'ont pas accès aux médecins, parce que la caisse primaire d'assurance maladie, ils ont des problèmes avec la caisse primaire d'assurance maladie, avec les remboursements. On est dans une chaîne de défaillance de l'action publique. On l'a bien compris. Merci beaucoup. Pardon de vous interrompre, Bénédicte Madin. Merci beaucoup de votre témoignage et d'être intervenu même d'une façon un peu trop brève. Je le comprends, mais dans notre débat, c'était très intéressant d'avoir ce son de cloche. Je vous ai interrompu parce que y a cette liste. C'est une étude pour Parole de campagne et Destin commun, qui a été menée par ces organisations, avec une liste des inconvénients d'habiter à la campagne. L'offre réduite de transport en commun qui arrive en tête. Ensuite, ce dont on parle, la difficulté de consulter un médecin, le manque de commerce de proximité, on l'a longuement évoqué, le manque d'offres culturelles, ça vient aussi assez vite, et puis le manque de services post, distributeurs bancaires, etc., etc. Il nous reste quelques minutes, je voudrais qu'on termine peut-être par une note un peu plus positive, et Émilie Agnew, cet attachement des Français à leur service public, c'est ce qui transpire presque de l'étude que vous avez menée ? Oui, ce qu'on voit, c'est qu'il y a un désir d'intervention publique. En France, les Françaises et les Français, ils sont attachés à leur modèle social, ils sont attachés à leur service public, ils sont attachés à leur modèle communal aussi, parce que le service public, avant d'être un sujet d'efficacité, c'est un sujet de démocratie, d'inclusion dans la communauté nationale, de reconnaissance, de ce qui fait qu'on a envie finalement d'être ensemble. Et on a beaucoup parlé de la question de la santé, mais la problématique, c'est peut-être que la santé aujourd'hui n'est pas un service public. Hormis les hôpitaux, aujourd'hui, la santé, c'est un service libéral et c'est bien ça aujourd'hui qui pose question. Mais c'est aussi plein d'autres sujets, les services publics. On a parlé de la culture, du sport, de l'école. Enfin, là, les municipales, c'est la question de l'école, c'est la question des nouvelles générations, de l'avenir. Et plein de progrès ont été faits par les communes, notamment pour rendre l'école plus inclusive, pour lutter contre les violences sexistes et sexuelles, pour reconnecter à la nature, pour développer la médiation et donc la réhumanisation aussi de la société. Donc il y a tout un tas de leviers à l'échelle locale et surtout il y a aussi un désir d'engagement. On l'a vu dans notre sondage, 1 Français sur 2 est prêt à participer à des missions d'intérêt général. Donc il y a un vivier, adressons-nous aux citoyens plutôt qu'aux consommateurs. Merci beaucoup, merci à tous d'avoir participé à ce débat. Donc je rappelle le titre de votre livre, Émilie Agnew, Puissance publique contre les démolisseurs d'État, c'est aux éditions de l'Aube. Marine Lamoureux, je renvoie au prochain, enfin il paraît demain, numéro de La Croix l'Hebdo, Ma vie de mère, voilà, on voit la une, Splendeur et misère de ma vie de mère, publiée donc demain. Vous savez également notre attachement à la liberté de la presse et je vous invite donc, il sort lui aussi demain, à acheter le nouvel album de Reporters sans frontières, sans photo de Malik Sidibé, celui qui était surnommé l'œil de Bamako, album dans lequel RSF rappelle que les journalistes sont une cible un peu partout sur la planète, 67 professionnels des médias tués l'an dernier.
près de la moitié à Gaza, et 20 journalistes toujours retenus en otage dans le monde. On pense à notre confrère Christophe Glaise, qui est otage d'État depuis le 28 mai 2024 en Algérie. On pense à lui, on pense à sa famille. Merci à tous. Je vous dis à demain pour un nouveau Sens Public, 18h, 22h. Nos débats sur publicsénat.fr ou en podcast. Et puis notez que Yasmina Asraris, qui est chercheuse associée à Princeton et à la Fondation Jean Jaurès, spécialisée au Moyen-Orient, sera l'invitée de la matinale demain. Belle soirée.